Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Sci Fantasy. Ce matin, nous recevons Brigitte Leblanc et Fabrice Collin. Brigitte Leblanc qui est directrice du rayon imaginaire d'Hachette, un rayon imaginaire un petit peu hors catégorie, et Fabrice Collin qui est d'abord un auteur de fantasy phare des années 90 de la fantasy française, qui s'est ensuite reconverti vers le polar et la littérature jeunesse, avant de faire son retour à l'imaginaire à travers Golden Age, publié justement avec le concours de Brigitte Leblanc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation? Moi, je suis assez d'accord. J'ai même fait d'autres choses que de la littérature jeunesse et du polar. La littérature générale, voilà, des bouquins plus ou moins humoristiques, des albums, de la BD, de la radio. Mais globalement, oui, on peut dire que ça fait un bon moment que j'ai pas écrit de fantasy. Donc, c'est effectivement une sorte de retour aux sources. Pour vous, moi, oui, ça me va très bien. Peut-être que la définition du rayon imaginaire n'est pas exactement aussi simple que celle que tu as dit là. Merci. Mais c'est une collection qui cherche avant tout à montrer que l'imaginaire c'est libre, ça n'a pas d'étiquette ni de frontières, et que tout le monde peut en lire, et que tout le monde doit en lire. Alors aujourd'hui, nous parlerons du parcours de Golden Age plus que du contenu du livre en particulier, du parcours de sa conception jusqu'à l'étal du libraire. Mais auparavant, les actus du royaume d'antan. Un rival pour Malakoff, un écolier expulsé, lutin et ogre réunis pour la chorale de Noël et surtout prêtre du 8e jour. Salut, c'est Karaz, j'espère que vous allez bien. On est partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du royaume d'antan en environ 3 minutes. Face à la menace grandissante qu'est la secte du 8e jour, Sci Fantasy a mené l'enquête. Le professeur Jean C+, nous explique ainsi leurs croyances. Cet immonde lobby croit le monde inachevé, que chaque être modifie à chaque instant son essence, déviant de sa nature, créant ainsi une liberté infinie et le désaccord dans le monde, son imperfection. C'est que Dieu, fatigué et peu satisfait de son travail, accompli ce psychotrope un soir de rupture, aurait dédaigné de travailler un 8e jour. Ces prêtres croient donc qu'il est de leur responsabilité de faire advenir ce 8e jour. À chaque question qu'on leur pose, ils répondent à la précédente. Il arrive fréquemment, si vous leur demandez en les croisant comment ils se portent, qu'ils vous fixent un rendez-vous, répondant à l'interlocuteur absent qu'ils viennent de quitter. Bientôt, nous espérons vous présenter le compte-rendu d'une telle conversation. Maintenant, les actus concises. À l'Assemblée, un député aurait dit à Malakoff, vampire, qu'il sentait l'ail. Stupeur, accusation, doute. Malakoff est-il réellement un vampire? Un écolier s'est vu exclure de l'université de magie pour distribution de pilules rendant sobre. Il était connu de nos services de police. Les professeurs réclament un châtiment sévère. Ogre et lutin s'associent pour la chorale de Noël. On prévoit un banquet réussi. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, c'est parti pour l'interview proprement dite. Pour vous permettre de vous présenter un petit peu plus librement, j'aimerais d'abord vous demander quel est votre alignement de type jeu de rôle. Et je sais, Fabrice, que tu connais bien le jeu de rôle. Est-ce que tu pourrais définir en 2 phrases pour nos auditeurs comment fonctionne cet alignement? Là, je pense qu'on parle des alignements de Donjons et Dragons, historiquement, qui partent sur un axe, on va dire, d'abscisse et un axe d'ordonnée. Alors, il y a un axe où c'est loyal, neutre ou chaotique. Qu'est-ce qu'on est comme type de personnalité. Et puis, il y a bon, mauvais et c'est quoi? C'est au milieu, quoi. Neutre, voilà. Donc, on peut être neutre, ce qui est, on se mouille pas beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal d'écrivains qui se définiront comme chaotique neutre ou chaotique bon, peut-être, s'ils sont un petit peu imbus de leur personne. Mais voilà, chaotique... oui, moi je pense que je peux dire que je suis chaotique, ça, dans tous les cas, parce que je suis pas... j'essaye d'être structuré, mais j'y arrive pas vraiment. Et puis, on essaye d'être bon aussi, généralement, ce serait un peu terrible sinon, mais c'est pareil, on n'arrive pas vraiment. Moi, chaotique neutre, c'est quelque chose qui me va bien. Et je sais que Brigitte serait incapable de répondre à cette question, parce que mon exposé, déjà, était assez peu clair, et quand bien même il le serait, est-ce que tu pourrais te définir sur un axe, t'es quelqu'un de gentil ou pas? Ah, c'était ça que ça voulait dire? Bon, alors, bon ou neutre? Ah, d'accord. Ou mauvais, quoi, alors, je n'ai effectivement pas compris grand-chose. Ouais.
Et donc je ne saurais pas répondre à cette question particulièrement. Mais si on la déphase et si on change d'univers, peut-être que j'arriverai mieux à répondre à la question. Si on a envie de se définir, en général, on se définit de façon positive ou idéale. Donc j'ai plein d'exemples en tête de femmes fabuleuses. Mais je ne sais pas dire si je suis... Comment c'est déjà neutre, chaotique? Chaotique forcément, on travaille dans l'édition, on est tous chaotiques. Voilà, ça c'est bien déjà. Voilà, on est tous chaotiques. Ok. Après, j'essaie d'être une gentille personne. Voilà, t'es chaotique bon. T'es chaotique bon. Ouais. Super. Et quelle serait cette femme fabuleuse que vous vous identifieriez le plus? Alors, auquel je m'identifie moi, ou que je rêverais d'être, c'est pas tout à fait pareil. Comme vous auquel je préférez. m'identifie moi. Je sais pas. Je pense que éditrice, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, en fait. Vous plongez dans un univers que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas la sortie. Vous allez rencontrer des tas de gens bizarres à l'intérieur. Vous allez courir après des auteurs qui sont tout le temps en retard. Vous allez vous sentir face à ces rencontres tantôt grandes et tantôt petites. Et vous allez entrer dans un pays de merveilles. Je sais pas, je pense que Alice au Pays des Merveilles, c'est une bonne métaphore de l'éditrice de romans imaginaires, en tout cas. Sinon, je voudrais être Ygritte, moi, dans Games of Thrones. Et est-ce que, par hasard, vous auriez une créature magique qui, pareil, vous parlerait plus, à laquelle vous auriez envie de vous identifier cette question pour vous deux? Répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Ah là là. On n'a pas le droit de dire la même. Bah, c'est pour ça que je vais commencer, probablement. Voilà. Non, mais moi j'aime, enfin voilà, comme personnage et comme créature, moi j'aime bien les hobbits du Seigneur des Anneaux, parce que ce côté pantouflard et ouvert à l'aventure, je pense que ça me définit pas trop mal. Je suis content de rester chez moi, j'aime pas trop qu'on vienne m'emmerder, et puis en même temps il y a une aspiration à plein de choses, donc je suis plutôt je suis pas très proactif, quoi. Il faut qu'on vienne me chercher et qu'on me dise tiens, il y a des trucs dehors, et voilà. Et puis une fois que je suis sorti en fait de ma caverne, ma maison de Hobbit, ben je suis assez content, quoi, qu'on soit venu et qu'on m'ait un petit peu forcé la main. Mais bon, ça c'est une question sur la personnalité de façon générale. Sur la production de romans et d'écrits, c'est pas tout à fait vrai. Là, j'ai plutôt tendance à proposer moi-même les trucs et à faire feu de tout bois, et même quand on me demande rien, et surtout quand on me demande rien, je fais des choses, j'en propose. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un milieu où on vient rarement en fait vous chercher. Vous êtes censé être force de proposition, à moins de s'appeler Guillaume Musso et de faire vivre une maison d'édition à vous tout seul, auquel cas tous les ans on vient vous demander s'il n'y a pas un nouveau texte. Mais quand c'est pas vraiment le cas, bah finalement on vous attend pas spécialement, et c'est à vous de rappeler sans cesse que vous existez, et ce qui peut parfois vous aider à vous le prouver à vous-même aussi, quoi. Je sais pas si cette question t'a autant inspiré, Brigitte. Non, alors autant inspiré que Fabrice, ce n'est pas possible, car l'auteur c'est lui. Moi, une des créatures magiques que je préfère, c'est Kitsune, la renarde à 9 queues. Okay. Parce que c'est une femme magique, puissante, parce qu'elle a plusieurs vies, parce qu'elle influe sur le cours des êtres, et parce qu'elle est à la fois mauvaise et bonne, et qu'elle est super badass. Une belle présentation, je ne connaissais pas, mais je serais ravie d'en apprendre plus à l'occasion. Il faut explorer, elle fait partie de l'univers mythologique japonais, et elle influe sur beaucoup de choses en fantasy et dans les mangas. Et une autre question de geek, ça serait une question... Ça me fait pas mal. Ça serait de savoir quel est votre niveau de 1 à 100. Mais vous pouvez bien sûr être de niveaux différents selon les activités que vous pratiquez. Alors il faut une note globale, il faut une note de 1 à 100. Pas forcément une note globale. Je veux dire, voilà. Mais je sais que j'ai un prédécesseur qui a dit qu'il était niveau 5 en écrivain, c'est ça qu'on disait, qui était Hobbit également par ailleurs. Ah bah tiens. Ouais, bah alors là, la comparaison s'arrête là, parce que moi, je peux pas le laisser dire. Enfin, j'ai lu un de ses livres
dire qu'il est niveau 5 en écrivain, c'est vraiment de la fausse modestie. Et moi, je réfute ça. C'est très très difficile parce qu'on parle quand même d'écriture, de s'évaluer en tant qu'écrivain. On peut savoir à peu près ce qu'on vaut par rapport aux autres. À l'heure actuelle, et encore, comme le disait Brigitte tout à l'heure, on a toujours tendance à se voir quand même plus beau qu'on ne l'est. Donc voilà. Moi, je me mettrais pas forcément une note en tant qu'écrivain de 1 à 100, mais si j'en mettais une, je la mettrais pas en dessous de 50, parce que si on pense vraiment ça, on encombre un peu les tables des libraires pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà un boulot où on se dit, en fait, ça arrive souvent, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'écris? Qui ça intéresse? Si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Voilà, généralement, la réponse est rien, hein. Et donc, il faut une bonne dose d'amour-propre, et il faut surtout penser que les livres qu'on écrit, d'abord, méritent d'être lus, et que personne d'autre pourrait les écrire à notre place. Ça, la personnalité de l'écrivain, ce qui fait que, quel que soit le sujet qu'il aborde, quand on ouvre un de ses livres, on sait qu'on est dans son univers, dans sa langue, etc. Donc, allez, moi, je me mets carrément à 60 sur 100 en écrivain. On va pas faire semblant. Mais c'est une note qui est donnée par rapport à ce que je peux lire des écrivains actuellement en vie, parce que si on se compare aux grands anciens, alors là, ça devient terrible. Et là, il vaut mieux pas se donner une note. Et sinon, en fait, la question, ça revient à dire, qu'est-ce que tu sais faire d'autre, quoi, que écrire? Oui, simplement là, comment tu t'approches toi-même. Enfin, c'est vraiment dans la vision de soi-même, quoi. Ensuite, non. Je ne m'approche pas, moi. Ouais, moi, je m'approche pas de moi-même. Déjà. Bon, mais, je disais hier à une praticienne qui était en train de me faire une espèce de psychanalyse en temps réel et accéléré, que je me trouvais pas justement suffisamment bon écrivain pour sacrifier beaucoup de choses à ça, quoi. Donc je donne à cette activité le temps dont elle a besoin et qu'elle mérite, selon moi, mais pas vraiment plus. Je m'explique, il y a quand même des écrivains qui ont sacrifié à peu près tout ce qu'ils pouvaient sacrifier sur l'autel de leur art, parce que quelque chose en eux probablement disait qu'il fallait faire ça. Et c'est pas des gens qui ont eu des vies très heureuses. Et moi, je pense que, enfin, en tout cas, mon credo, c'est que j'essaye d'être d'abord quelqu'un d'heureux et à peu près équilibré dans la vie familiale, amicale, sociale, etc. Et mon boulot, c'est d'écrire des livres. Mais si je devais vraiment sacrifier un des trucs, ce serait l'écriture, en fait. Et j'ai bien conscience que c'est pas comme ça qu'on devient un écrivain qui reste à la postérité. Mais tant pis. Donc, moi, je pense que je suis pas trop mauvais comme copain, comme père. Je m'avancerai peut-être pas parce que là, c'est quand même très compliqué. Dans la zone rouge. Ouais, j'ai des enfants qui ont 17 et 20 ans, donc dans la zone rouge de c'est difficile. Puis comme Marie, c'est pareil. C'est un sujet un petit peu un peu brûlant, mais bon, je fais de mon mieux, quoi. Voilà. Donc, et puis, qu'est-ce que je sais faire comme truc intéressant à part l'écriture? C'est une question vachement embarrassante parce que je m'aperçois que tu fais la cuisine? Ouais, je fais la cuisine, mais Guillaume aussi, il a répondu ça avant. Mais il avait l'air très sûr de lui, il s'est donné une super note, et moi, j'ai de la cuisine asiatique, voilà. Je cuisine chinois, vietnamien, thaïlandais, japonais, indien, et peut-être coréen dans un avenir proche. Voilà ce que je sais faire. Et je savais faire des trucs avant, je savais jouer du piano et je savais jouer au foot, mais tout ça c'est fini maintenant. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pratiqué. Je savais nager, je sais toujours. Ça c'est pas mal. Je pense même que je peux peut-être sauver quelqu'un parce que je faisais la natation à un assez haut niveau et on apprenait à ramasser des mannequins en je sais pas quoi, enfin des trucs assez lourds au fond de l'eau, et après il fallait les tracter sur 50 mètres dans un temps record. Ça, normalement, je peux toujours faire ça si la mer est pas trop démontée, quoi. À toi, Brigitte. C'est vrai? Ouais, moi aussi, je crois. Option natation. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a eu d'ailleurs. Ouais. Une note. Alors, je vais déjà pas me noter en tant qu'éditrice. Ça, ce serait impossible à faire.
Je dirais que je me mets 95 sur 100 en enthousiasme et en énergie. Une discipline plus difficile qu'on ne le croit. Mais c'est pas une discipline, justement, je pense que je suis constituée d'enthousiasme et d'énergie. Je me mets à peu près 10 sur 100 en patience. Je comprends mieux certains trucs. Je pense que la principale qualité de l'éditeur, c'est sa curiosité et son instinct. Je me mets pas de trop mauvaises notes, ni en curiosité ni en instinct. Je saurais pas dire combien, mais c'est ridicule. C'est comme toi qui dis en écrivain, ouais, 50, mais alors donc 60. Ta réponse n'est pas ridicule, mais je veux dire, voilà, tu ne vas pas mettre en dessous, mais tu ne vas pas mettre au-dessus. Bah non, je peux mettre 95. C'est un exercice un peu délicat, et si moi je peux dire qu'en curiosité, je suis facilement à 90, parce que je suis très curieuse. Ouais. On est d'accord que la question est plus ridicule que les réponses. Ouais, c'est ça, voilà. Sinon en cuisine, je suis à 2, à peu près 3, allez, on va dire 3. Et en sport aussi. Donc si, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, non, je crois que ça va. Au sujet de vous-même, on peut attaquer, ouais. Donc d'abord, à partir du tout début, la conception de Golden Age remonte à pas mal de temps, est ce que j'ai compris. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de comment vous est venue l'idée et pourquoi est-ce qu'elle est restée si longtemps dans votre esprit, Fabrice? L'idée, alors la conception, elle est récente, mais l'idée initiale, effectivement, elle remonte à peut-être une vingtaine d'années. En fait, à la base, il y a une idée vraiment assez diffuse de faire un roman qui se passerait avec des enfants d'un côté, des adultes de l'autre, probablement de la magie, et tout ça en Angleterre au début du XXe siècle. Il y a une lecture inaugurale qui est celle d'un livre qui n'a pas été traduit en français, mais qui est un livre qui s'appelle The Golden Age de Kenneth Grahame, qui est auteur du Vent dans les Saules. Il est traduit. Et il est traduit, superbe, je savais même pas, tu vois. Bon. Et en fait, c'est plus une intuition, quoi. C'est-à-dire que on se dit, on aimerait bien faire quelque chose dans ce goût-là. Il y a quelques idées, mais ça va guère plus loin. Mais on sent que c'est quelque chose qui, si on creusait, pourrait devenir un roman. Et pourquoi il en devient pas un, en tout cas pas au moment où l'idée germe, ça c'est une bonne question à laquelle j'ai évidemment pas la réponse. Voilà, on plante des graines et il y en a un certain nombre qui ne germeront pas ou deviendront rien ou deviendront des petites herbes sans intérêt. Et puis il y en a qui sont toujours là au bout de 5, 10, 15 ans qui, en ce qui me concerne, flottent dans un coin de mon esprit et se rappellent de temps en temps à mon bon souvenir. Je suis toujours là et j'attends que tu me fasses grandir. Et le livre qui attend qu'on l'écrive. Et c'est amusant parce que quand j'ai rencontré Brigitte il y a à peu près un an et demi et qu'elle m'a parlé du rayon imaginaire, parce que c'est ça en fait le point de départ, c'est quelqu'un qui me parle de sa collection d'imaginaire et dans son discours je me retrouve et c'est là où je me dis tiens, je pourrais lui proposer quelque chose, enfin non seulement je pourrais mais j'ai envie. À la base il y a un autre projet qui devait advenir et qui va advenir probablement plus tard, mais qui était aussi une vieille idée que j'avais, mais qui était une idée d'une ampleur telle que dans le temps qui nous était imparti, la réalisation devenait de plus en plus difficile. Et ce qui est moins le cas pour Golden Age, qui a le mérite de présenter une unité de temps, de lieu d'action, en gros. Je sais pas que c'est un livre forcément plus facile à écrire, mais en tout cas, je savais que je pouvais le faire dans le temps qui m'était donné, en gros. Et je me suis déporté vers cette idée-là, qui était une autre idée ancienne. Deux idées quasiment concomitantes, donc on parle vraiment du début des années 2000, et qui sont toujours restées à l'état de notes. Voilà. Et donc, tout à coup, parce que au départ, il y a l'idée de répondre, à cet appel que moi je ressens en me disant il faut que tu écrives un bouquin dans cette collection parce que
certainement il sera bien accueilli et compris et accompagné, qui est probablement quelque chose que j'ai pas ressenti avant avec d'autres personnes, mais aussi parce que j'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes, je sais pas. Il y a un moment, je décide de faire ce livre, et au départ, je me dis bon, trouvons une idée maintenant. C'est pas si simple, hein. Je peux trouver sur certains sujets, sur certains formats, des idées presque sur commande. Si on met un flingue sur la tempe, oui, je vais trouver une idée de roman, mais là, non, c'est ça, on t'en remercie. Et là, je me suis dit, attends, pourquoi t'essayes de trouver un truc maintenant, alors que finalement, il y a d'autres choses auxquelles tu penses depuis bien longtemps, qui ont eu le temps de mûrir, peut-être, et dont peut-être le moment d'éclosion est advenu, et c'est peut-être que tout ça a un sens, peut-être que cette idée est née et attendait la bonne étincelle pour s'enflammer, et voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé, puisque tout ça s'est fait assez naturellement, et comme Brigitte a 95% en enthousiasme, c'est assez agréable d'envoyer des idées à un stade presque embryonnaire, et d'avoir quelqu'un, non seulement qui s'enthousiasme de l'autre côté, mais dont on a en plus l'impression qu'elle a compris, peut-être même des choses qu'on n'a pas encore compris soi-même. En tout cas, cet enthousiasme, il dit que oui, cette idée est probablement bonne et qu'elle peut donner quelque chose de bien, quoi. Voilà comment c'est passé de mon côté. Justement, je voulais vous poser la question à tous les deux. Comment s'est passée la rencontre? Il me semble que vous en avez parlé au micro de Lloyd Cherry. Et comment s'est passé le choix de ce projet, la discussion autour, et éventuellement votre rapport, Brigitte? Ça s'est passé comme... La rencontre, c'était un ami commun, et c'était... Qui nous a présenté, et... Avec lequel on fait des albums, parce que Brigitte s'occupe aussi, et surtout, enfin, pas surtout, mais elle s'occupe aussi de Gauthier Langros, donc collection d'albums pour le coup, pour la jeunesse. Et moi, j'avais un ami illustrateur avec lequel je travaillais par ailleurs, qui travaille comme illustrateur avec Brigitte, et qui me parlait d'elle depuis un moment. Il me dit, il faut que tu la rencontres. Et chemin faisant, en fait, il n'y avait pas de but particulier, je crois, à cette rencontre. C'était pour évoquer un peu, juste pour faire connaissance, en disant, on fraye un peu dans les mêmes eaux, ce serait bien qu'on se voit. C'est d'ailleurs bizarre qu'on l'ait pas fait avant. Et puis, au cours de cette discussion, arrive le sujet rayon imaginaire. C'est un piège, en fait. Non, pas du tout. Mais non, c'est parce que je venais de recevoir les épreuves de mon premier roman, et j'étais surexcitée. Et extrêmement enthousiaste. Les 10 000 portes de January, c'est ça? Les 10 000 portes de January. Voilà, c'était la naissance de ce bébé qui est cette collection du rayon imaginaire, sur lequel Hachette m'a fait confiance, et en particulier Antoine Béon, puisque la collection est asilée chez Hachette Heroes. Mais voilà, et donc je suis surexcitée et enthousiaste, comme je l'ai dit précédemment. Donc il y a un moment donné, je pense que je n'ai pas lâché le crachoir. Et j'explique ce que c'est que cette collection, parce que Gérald demande, et je réponds, et il y a ce mec en face qui dit pas grand-chose, mais qui écoute. Je sens bien qu'il écoute, mais voilà. Bon, et ça s'est passé comme ça. Et oui, je pense qu'on a une façon assez proche de penser l'imaginaire tous les deux, c'est-à-dire hors catégorie étiquette. Fabrice dit qu'il n'a pas écrit d'imaginaire depuis 10 ans, mais il va l'expliquer mieux que moi tout à l'heure. Mais en réalité, la part de non-réalisme et la part d'imaginaire, elle est toujours présente dans ses livres, même dans ses livres de littérature générale, même dans ses autres livres. Donc voilà, donc on se rend compte comme ça. Ensuite, comme il l'a raconté, il y avait ce projet qui s'avère être trop chronophage, et enfin bref, ne pas pouvoir être réalisé dans le temps qu'on espère. Et parce que pour moi, c'est un honneur que quelqu'un comme Fabrice Collin vienne me dire, alors que j'ai même pas encore publié le premier livre de cette collection, que je ne viens pas de l'imaginaire, que ça fait plus de 25 ans que je suis éditrice, mais que je n'ai jamais publié de roman imaginaire adulte, qu'un auteur comme Fabrice vienne me dire au fait, si tu cherches, moi je veux bien t'en proposer un. C'est pas rien. Et donc il propose cette histoire de Golden Age. J'essayais de retrouver dans mon téléphone, parce que tu m'avais juste envoyé un texto pour me dire quelques mots sur ce que
tu avais envie que ce soit. Il y avait très peu de mots, mais moi j'ai rêvé de ce livre dans la nuit qui suivait. Et je t'en ai parlé le lendemain, et comme tu dis, je pense que j'avais assez bien compris ce que tu avais envie de mettre dedans. Et pour la petite anecdote, j'ai rêvé de la couverture à peu près tout de suite, alors que pas une ligne n'était écrite. Parce que Fabrice parlait de Golden Age, aussi ce moment de l'été finissant, avec cette lumière chaude et toutes les sensations qu'on peut avoir dans l'été finissant, puisque ça se passe en Angleterre, on va en parler j'imagine, dans un manoir anglais où sont réunis, notamment des écrivains en panne d'inspiration, et que c'est un monde qui meurt, puisqu'il y a ce monde qui meurt autour d'eux. On est en juillet 14, la guerre va arriver. Du coup, le monde des fées, le monde des elfes, enfin, disons, le haut peuple et le petit peuple commencent à partir, quitter ce monde. Et moi, ça m'a évoqué les aigrettes d'un pissenlit qui s'envole. Et j'ai fait réaliser un projet de couve par la graphiste qui travaille avec moi sur cette collection, qui est au-delà de Douai, qui s'appelle Pauline Ortlieb. Mais je l'ai envoyé à Fabrice. Et c'est rigolo, on peut le dire. Et du coup, Fabrice a utilisé le pissenlit dans son histoire. Oui, justement, j'ai demandé si ça n'était pas prévu au départ. C'était pas prévu, non. Donc, quel est l'apport de l'éditrice dans ce livre? Voilà. Le pissenlit, c'est bien. Le pissenlit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un thème en plus très important, celui de la germination dans le roman. Celui du lien entre la germination et la tâche au sol, à la terre. Et après, on laissera découvrir, pas la peine d'en dire plus. Mais... Avec des choses qui se défont petit à petit. Donc c'est effectivement il y a eu bel et bien un apport dans la prise en forme du projet, la métamorphose de l'attirance pour Kenneth Graham vers quelque chose qui vous appartient un peu plus. Je voulais qu'on parle un petit peu plus de la période de l'écriture du roman, et déjà de savoir en quelques mots comment s'est déroulée l'écriture du livre par rapport à la nécessité de le publier à un moment ou à un autre. Enfin, la nécessité, en plus, je sais même pas à partir de quel moment. Disons qu'il y a un moment, quand on commence à évoquer le fait de faire un roman ensemble, il me semble que Brigitte me dit que ça serait bien à la rentrée 2022. Ce serait bien de publier ça. Que donc, à partir de là, il y a un rétro-planning, en gros, informel, mais qu'on connaît parce que ça fait un moment qu'on travaille là-dedans. Ça veut dire qu'il faut, en gros, rendre le texte à la fin du printemps, parce qu'ensuite, il va y avoir plusieurs versions, des corrections, etc. Bon. Et là, on est au mois de janvier, donc ça veut dire qu'on a 2-3 mois, en fait, pour écrire le livre. Et ça, c'est un exercice auquel je suis assez rompu, parce que moi, comme ça fait un moment que j'écris, je me connais très bien en termes de rythme, et je sais, pour moi, écrire un roman de 300 000 signes ou de 500 000 signes, c'est pas la même chose. Je sais ce que ça représente. Je sais combien va faire mon roman en nombre de signes, avec une marge de 10 ou 20%, mais guère plus. Et je sais, ou en tout cas, je peux me dire, c'est très technique et, prosaïque. C'est-à-dire, je me dis, voilà, j'ai un texte de 500 000 signes à écrire, par exemple. Si j'écris 10 000 signes par jour, ça fait 50 jours, week-end compris. Et c'est vraiment comme ça que je fais, pour le coup. Donc là, il y a un côté... Non, c'est très peu glamour. C'est pas du tout glamour. Non, mais c'est vraiment comme ça que je fais, et c'est jamais un jour sans une ligne, en gros. Et c'est intéressant parce que, généralement, les 10 000 signes, je les fais, mais parfois, je suis obligé de m'arrêter sur je m'arrête pas au milieu d'une phrase, mais en gros je me dis tiens, là je suis dans un truc super intéressant, mais je m'arrête, qui est un truc bien connu des écrivains pour créer une espèce d'envie, c'est-à-dire que le lendemain matin on dit je retrouve ma scène et tout, ça va être super. Donc je suis pas dans le truc genre je suis dans un flow et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai terminé ce que j'avais à dire. Donc parfois il y a des moments de frustration, mais qui sont aussi moteurs et qui prouvent que je suis content d'écrire ce que je suis en train d'écrire, ce qui est un moteur absolument essentiel. En fait, c'est vraiment le truc cardinal, c'est-à-dire que s'il y a pas ça, si je me lève un matin en disant putain, il faut que j'écrive le chapitre 23, ça peut pas marcher. Mais par ailleurs, j'ai de toute façon, avant de commencer à écrire, parce que moi s'il faut faire la distinction entre les écrivains
scripturaux et structuraux, c'est-à-dire ceux qui écrivent au fil de la ligne et ceux qui font des plans. Moi, définitivement, ça m'est arrivé une fois de pas le faire, mais je suis plutôt quelqu'un qui fait des plans. D'autant que là, on a comme une histoire avec plusieurs fils narratifs relativement complexes. Il faut un plan, et donc c'est un plan chapitre par chapitre qui doit faire une dizaine de pages, où pour chaque chapitre, il y a un résumé de 5-6 lignes, on va dire. Voilà. Donc quand je m'engage là-dedans, pratiquement tout est défini. Évidemment, il y a toujours la possibilité que il y ait des changements en cours de route, mais ils sont mineurs. Hein. C'est-à-dire que moi, je réfute un peu l'idée romantique qui voudrait que les personnages vivent leur propre existence, et c'est un truc qu'on peut se raconter, mais la vérité c'est que non, c'est toujours nous qui écrivons le truc, donc peut-être que on peut prendre des directions qui n'étaient pas prévues au départ, et il faut pas se fermer cette possibilité-là, parce que si on a une meilleure idée que celle qu'on a prévue quand on rédigeait le plan, ce serait bête de s'en priver, mais dans mon esprit, il faut pas que ça mette à mal la structure complète du livre, quoi. Ou alors, il faut que ce soit un truc tellement foudroyant, comme c'est arrivé à David Vann dans l'écriture de Sequan Island, où tout à coup il se passe un truc qu'il avait absolument pas prévu, que ça soit une révélation, et du coup ça en devient une pour le lecteur aussi, et un choc pas possible, parce que rien dans l'écriture, dans ce qui se passait avant, laissait penser ni à l'auteur ni au lecteur que l'événement qui se passe se passe effectivement. Mais moi, c'est pas ça m'est jamais arrivé, ce genre de choses, et je suis, on va dire, mon plan à 80-90%, quoi. C'est-à-dire, je suis le mec qui part en voyage et qui réserve les hôtels avant, et si jamais il y a une visite qui était pas prévue, bah ouais, peut-être je peux sécher un truc ou aller à la plage à la place, ou tiens, il y avait un temple sur la route et je savais pas, et donc je vais m'arrêter, mais globalement, je sais où je dors le soir, quoi. Mais je me pose la question si vous avez même scénarisé les scènes à l'avance. Tu veux dire en termes de... Mais si vous avez bien l'idée de la scène en tête et que vous vous lancez, ou bien si d'abord vous la structurez, si vous vous dites bon, là je vais faire un paragraphe là-dessus, je vais développer un peu sur cette veine-là. Non, je vais pas aussi loin que ça. C'est vraiment des... Alors là, en plus, il y a une 50aine de chapitres, effectivement, il y a une 50aine... je parlais de chapitres de en gros 10 000 signes, alors c'est pas si clair que ça, mais souvent c'était quasiment un chapitre par jour, idéalement. Et donc au sein de ce chapitre, moi j'ai une feuille de route de 5-6 lignes, et en revanche là après quand je commence à écrire, j'ai pas scénarisé chaque chapitre en me disant là machin se gratte la tête et là bidule sort une répartie audacieuse. C'est vraiment au petit bonheur pour le coup. J'ai besoin de cet espace de liberté. C'est un truc que les gens qui écrivent pas ont du mal à comprendre chez les écrivains scripturaux, c'est-à-dire ceux qui font des plans. Ils disent mais comme tu sais déjà tout ce qui va arriver, tu dois t'emmerder finalement, et à quoi bon écrire le livre, et en fait moi l'espace de liberté que je peux avoir au sein d'un chapitre, qui est une liberté de mise en scène, de répartie, de dialogue, on va dire peut-être même d'angle de caméra, hein, effectivement, s'il faut prendre des métaphores du visuel, est-ce qu'on va zoomer, est-ce que c'est un travelling, bon, ça vient au moment où je le fais, quoi. Mais après, en ce qui me concerne, c'est pas une question qui se posait, parce que le plaisir d'écriture, il se voit dans Golden Age, parce que, complètement, que ce soit à travers les rythmes, j'allais dire texture, c'est un peu suranné comme expression, mais... Non, c'est très juste. Enfin, que ce soit même au niveau des voyelles, de l'alternance consonne-voyelle, etc. On sent que vous avez une maîtrise et que vous vous amusez. Puis ça, je sais pas trop comment ça peut se prévoir à l'avance, mais j'imagine que ça s'appelle le talent. Voilà. Pardon, je parle pour toi. Non, ça s'appelle le talent de l'écrivain. Qui est certainement pour une part inné, pour une part acquis. C'est intéressant parce que en fait, avant qu'il commence à écrire ce roman, on a beaucoup discuté de littérature, Fabrice et moi. On a beaucoup discuté, et pas de littérature de l'imaginaire spécialement. On a beaucoup échangé sur beaucoup d'écrivains qui nous intéressaient tous les deux et dont on pensait des choses tous les deux. Et donc je connaissais moi ses intentions intellectuelles, si j'ose dire. Et ça permet à l'éditeur de mieux travailler, en fait, je crois, moi,
quand il comprend de l'intérieur ce que l'auteur a voulu faire. C'est vrai que j'ai pas, en faisant mes petites recherches, vu de moments où vous parliez de ses intentions intellectuelles, et c'est ce que d'ailleurs j'ai essayé de mettre à jour, de percer à jour dans mon dossier que je vais publier bientôt sur le site. Bon, après, j'espère quand même que ça appartient en partie au lecteur, mais je pense qu'il y a des intentions très très fortes. En tout cas, j'en ai ressenti des très très fortes. Ah oui, il y a beaucoup d'intentions dans ce roman. Mais c'est toujours intéressant malgré tout. Ça n'empêche pas le plaisir de l'histoire, pardon, ouais. Excusez-moi. Ça n'empêche pas le plaisir de la lecture. C'est deux choses qui peuvent très très bien se marier entre elles et faire un seul ensemble très jouissif, en fait. Oui, et c'est même le but. C'était sur le travail de l'éditeur, en fait. Mais s'il comprend bien le propos et s'il comprend bien l'intention, toutes ces propositions vont aller dans le sens de ce propos-là. Voilà. Après, pour moi, le livre, bon, c'est de la palissade, mais il appartient au lecteur et c'est quand même une réussite, quand bien même, moi, je serais curieux de voir ce dossier, mais si tu mets au jour des intentions qui étaient pas réellement les miennes quand j'ai écrit le livre. Alors d'abord, il faut préciser que j'écris pas forcément un livre avec des grandes intentions. Moi, j'ai d'abord envie de raconter une histoire. Bien sûr qu'il y a des thèmes sous-jacents et que si on m'interroge dessus, je peux construire un discours. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand il y a d'autres choses qui sont exhumées ou par un critique, un lecteur simplement, qui va faire une exégèse du livre et qui va dire « Ah, on retrouve tel thème, ça parle de ça, il y a telle influence, etc. » Et moi, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup et pour moi, qui sont un signe de, entre guillemets, réussite du livre. C'est-à-dire que quand bien même tu y trouverais quelque chose que moi, j'y ai pas mis consciemment, d'ailleurs, enfin, il est possible que je l'ai mis inconsciemment, et puis peu importe. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un matériau qui est suffisamment riche pour qu'on puisse s'en emparer. Moi, ça m'est arrivé comme ça avec des bouquins, quelqu'un trouve une métaphore du catholicisme, alors que j'avais absolument pas mis consciemment dans le livre, mais c'était une personne qui avait cette sensibilité-là, et c'était intéressant que la lecture, un peu comme un choc tectonique, réveille chez lui ces intuitions-là, et qu'il se dise « Ah, ça parle de ça ». Bon, et je peux pas apporter une négation absolue à ça. Je peux dire « C'est pas ce à quoi je pensais quand je l'ai écrit », mais si toi, ça réveille ces échos-là en toi, ben pourquoi pas, et c'est pas moi qui te dirais non, tu te trompes, ça n'a pas d'intérêt. Un livre, c'est aussi un révélateur de plein de choses par rapport à la sensibilité du lecteur, à la temporalité au moment où il est en train de lire le truc, son état d'esprit, ses propres obsessions, voilà. Moi, j'ai un bon ami, Paco Mtielman, qui passe son temps à faire des exégèses de séries télé ou de bouquins, etc., et qui va très très loin dans l'interprétation personnelle des œuvres dont il parle. On peut parier que les gens qui ont créé ces œuvres ont pas mis tout ce à quoi ils pensent, mais l'exercice il est assez fascinant et il y a aucun intérêt à nier des intentions quand bien même l'auteur les aurait pas formulées de façon lucide au moment de l'écriture, quoi. Enfin, ce qu'on sort dans ce livre quand même, c'est un immense amour des histoires, un immense amour de la littérature et un immense amour des romans. Mmh. Je pense que quand même c'est la première chose qui saute à la figure quand on le lit. Ouais, tout en étant... Parce que ça joue avec ça tout du long, en fait. Alors, dans ma lecture, c'était assez pessimiste sur beaucoup de choses, en tout cas en rejet d'un certain rapport à la littérature qui cherche à la dominer, à la maîtriser. En tout cas, à travers toutes les tactiques, qu'elles soient mystiques ou rationnelles des vieux. Et bon, en tout cas, je sais pas du tout un sujet que j'avais prévu d'aborder à la base. Ça me fait très plaisir qu'on le fasse. J'aimerais savoir aussi au cours de l'écriture, quand tu as découvert un petit peu au fur et à mesure que se formait le récit en lui-même, s'il y a eu de la complicité ou des désaccords. Alors moi j'ai pas découvert, moi quand Fabrice écrit, je lui fous la paix, il écrit. Moi je découvre le roman, donc je n'en connais que l'intention de départ et ce que j'en ai rêvé. De temps en temps il me fait le mot d'un mini-bout. Qui va rien te dire en fait. De 5 lignes. Voilà. Qui veut dire je suis en train de bosser là en fait. Voilà. Je pense que j'ai eu 3 bouts de 5 lignes à peu près.
Et moi, je découvre le roman quand il a terminé un premier jet et qu'il estime qu'il peut envoyer ce premier jet. Donc ça lui appartient, c'est sa liberté, c'est la liberté des auteurs. C'est l'auteur qui vous donne la liberté de lire ce qu'ils ont écrit, c'est pas l'éditeur qui est là assis sur l'épaule. Enfin, moi, je suis pas ce genre d'éditrice en tout cas, à dire mais j'ai rien vu. Non, pas du tout. Pas avec cette voix-là en tout cas. Non, mais j'ai rien vu. Donc moi, je découvre le texte quand l'auteur pense qu'il peut me le montrer. Et je vais le lire très attentivement. Je vais le lire avec curiosité. Je vais retrouver des choses que j'ai projetées qu'il y aurait. Et je vais en découvrir beaucoup d'autres. Et après, je vais commenter. Parce que j'aime commenter. Et que, par ailleurs, je pense que mon boulot consiste à garder le recul. Quelque part, je suis sa première lectrice neutre. Enfin, je suis pas neutre, mais... je veux dire, peut-être il l'a fait lire à sa femme et à ses enfants, ça j'en sais rien, mais c'est pas le métier, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut pas pour faire un livre vraiment. Et donc je vais soulever des petits cailloux pour dire, alors pourquoi il y a ça là, comment ça se fait que ça, il me semble que, et pour lui donner la lecture aussi que je fais de ce qu'il a écrit, parce que si on est en désaccord sur cette lecture, il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne parle pas du même roman. Si la lecture que je fais de ce qu'il a écrit correspond à ce qu'il a voulu écrire, ça veut dire qu'on peut continuer à travailler et discuter, voire même qu'on peut commencer à travailler et discuter, parce qu'on est d'accord sur le fond. On était d'accord sur le fond ? Ouais. Et là, moi, je peux proposer des choses, ce que j'ai fait, très courtement. Des propositions, est-ce qu'il en est sorti une nouvelle forme du livre, une nouvelle forme au sens littéral, hein. Disons que non, enfin bon, la construction. Alors, il y a eu des aménagements. On s'est dit, par exemple, voilà, il y a les passages, tout ce qui est, on va dire, pas dire cosmétique, mais parce que c'est plus important que ça. Mais la forme du livre, parce que c'est un livre qui est très travaillé au niveau de la maquette, la typographie, des couleurs, des ornements, etc. Donc ça peut arriver, comme l'a dit Brigitte, que si on est d'accord vraiment sur ce que dit le livre, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est une étape importante, cruciale, parce que si je dis mais tu as rien compris, en fait, c'est un truc sur la politique anglaise, on va me dire ah bon, je sais pas, bon. C'était pas très clair. C'était pas ça. Donc une fois qu'on est d'accord, les propositions de Brigitte et les propositions que devrait formuler n'importe quel éditeur, c'est ok, Joe, tu as une intention, enfin, ton livre veut dire quelque chose, il sera un succès, enfin en tout cas en termes artistiques, si tes intentions collent. Enfin en tout cas le résultat est vraiment le reflet le plus exact possible de tes intentions, et pour ça peut-être qu'il faut mieux d'abord préciser tes intentions, enfin qu'elles soient plus explicites, que ce soit plus clair, et puis et peut-être qu'il y a des choses à faire sur la forme, ou peut-être des choses dont on peut se passer pour, on va pas dire resserrer le propos, parce que de toute façon il est assez ample et multifacette, on va dire, donc là j'ai pas été bridé là-dessus, mais c'est par exemple les personnages des écrivains qui sont en mal d'inspiration, ils avaient chacun un petit peu une idée sur la question de pourquoi ils en étaient là et qu'est-ce qu'il fallait faire, et ce qui les caractérisait vraiment comme personnage, et peut-être que dans cette caractérisation justement, moi j'avais pas forcément assez bossé, donc là Brigitte me dit voilà, il faudrait qu'on les différencie mieux, ne serait-ce qu'au niveau du langage, des attitudes, etc. Donc là on affine en fait, on sait ce qu'on veut, on est d'accord sur ce qu'on veut, le matériau initial il est là, et il y a des choses à améliorer, notamment au niveau de la forme, puisque sur le fond on est d'accord, pour que la forme soit justement mieux en adéquation avec le fond et le serve au mieux de ses intérêts, quoi. C'est un jeu de Tetris un peu. Il y a aussi des cases qu'on bouge. Par exemple, moi je t'avais proposé de commencer avec l'elfe. Oui, ouais. Parce que c'est une plongée directe dans
d'abord, selon moi, les plus belles pages du livre. Les plus belles pages du livre, pour moi, ce sont vraiment les pages de l'elfe. Et que ça permettait d'être immédiatement dérouté, emporté, emmené, sans rien expliquer, évidemment. Jamais rien expliqué. Dans le roman. Mais ça, il est déjà écrit, ce chapitre. Je lui propose juste d'intervertir. C'est vraiment, c'est un jeu de, non, Tetris, ça marche pas comme explication. On voit la fille qui a vraiment jamais joué à aucun jeu vidéo de toute sa vie. Oui, parce qu'en plus, Tetris, quand tu finis une ligne, elle disparaît, ce qui n'était pas vraiment ce qu'on veut. Non, quoi. c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Non, mais par exemple, dans ton premier jeu, il n'y avait pas de titre au chapitre. Ouais. Moi, je t'ai dit, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas de titre au chapitre. On mettrait pas des titres au chapitre. Et là, il a eu cette idée géniale. Non, il y avait des numéros. Moi, j'ai dit, c'est un peu dommage, non? On s'emmerde. On s'emmerde. Et j'ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait des titres au chapitre. Et là, il a eu l'idée de jouer avec des œuvres réelles de la littérature ayant été publiées avant 1914, grosso modo, donc qui avaient toutes possiblement pu exister dans la bibliothèque de ce Dandelion Manor dans lequel on est. Mais twisté avec un jeu de mots, un clin d'œil, une façon de retourner le titre, enfin voilà. Et ça contribue à l'ambiance globale générale du roman. Et ça, moi j'adore, hein, parce que ça veut dire on parle vraiment de la même chose. Il propose ça va avec son propos, ça va avec le livre qu'on veut faire, ça va avec la forme graphique qu'on va travailler, parce que moi j'ai déjà dans l'idée qu'on va travailler une forme graphique, voilà, pas ordinaire. C'est pour ça que je propose les fonds noirs sur l'elfe, par exemple. C'est pour ça que lui, il propose cette myriade de personnages magiques qui débutent le livre et cette serrure, parce que ça compte, tous ces personnages magiques, enfin, tout ce haut peuple et ce petit peuple qui cherche à s'en aller par une porte. Pour moi, c'est symbolisé, et au début et à la fin du livre. Parce que je crois que tous les deux, on aime les expériences de lecture complètes. Et donc, on avait envie de ça, de toute façon, voilà. Et ça se précise, mais c'est la matière qui le dit. C'est parce qu'il y a une matière, romanesque. Sinon, ce serait pas possible. En fait. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que enfin, quand on écrit un roman, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Enfin c'est pas moi qui les ai formalisés de cette façon-là, mais j'ai découvert que des gens l'avaient fait. Il y a en gros l'histoire et le thème, quoi. C'est-à-dire, moi je raconte une histoire, c'est mon boulot, mais je suis un peu con en fait quand j'écris cette histoire, je sais pas exactement de quoi elle parle vraiment. Je sais ce qu'elle raconte, mais ce dont elle parle, j'ai probablement une envie, mais elle n'a pas été exprimée suffisamment clairement par mon inconscient, et je vais la découvrir chemin faisant. Et d'ailleurs, c'est souvent un moment intéressant, c'est des fois un temps d'épiphanie, c'est-à-dire, mais en fait, mon livre, il parle de ça, quoi. Et là, bon, on va pas forcément pitcher le truc et résumer ça de façon lapidaire, mais en gros, oui, il y a une bascule, une conception de l'art qui est plus la même, et puis il y a une fuite de quelque chose, il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui est en train d'être perdu. C'est la définition de l'âge d'or, c'était avant, et maintenant, bon, on ne sait pas si c'est moins bien, mais en tout cas c'est différent, et c'est probablement plus âpre et plus compliqué, parce que c'est comme ça qu'on voit évoluer le monde. Bon, en tout cas dans le roman. Et à partir du moment où on a identifié ce thème, ben c'est bien s'il y a des éléments, des motifs qui permettent de rappeler ça. Hein. C'est un écrivain américain qui s'appelle Tom Spanbauer qui a écrit un truc sur le dangerous writing qui parle beaucoup de ça, qui dit à partir du moment où vous avez identifié vos thèmes, il faut que ça revienne tout le temps en fait, de façon très diffuse dans le livre, soit par des scènes, soit simplement par la structure ou des choses qui rappellent ça. Et là, c'est, comme l'a dit Brigitte, jusque dans la couverture, en fait, c'est programmatique, cette couverture. On sait déjà, quand on l'a terminé, on se dit, ah ouais, en fait, la couverture parlait déjà de ça et donnait une espèce de pitch du livre, c'est-à-dire, et quand on tourne les pages et les chapitres où le pissenlit perd ses aigrettes au fur et à mesure, on se dit, bah voilà, il y a un dépouillement, il y a des choses qui s'envolent, elles vont ailleurs, hein, elles sont pas forcément disparues, et comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, pardon, elles vont peut-être ensemencer quelque chose, mais ailleurs, et à un moment, il y a quand même quelqu'un qui se retrouve avec un pissenlit dans la main, avec toutes les aigrettes qui sont parties, et c'est plus la même chanson qu'au début, quoi. J'aurais aimé qu'on parle justement, à propos du travail graphique, de la collaboration avec les illustrateurs et la Fab, pour justement, même par rapport à l'alternance des couleurs, je l'ai trouvé très significatif, puisque le délirium, c'est le passage d'un monde à l'autre. Le fond de la page correspond au monde, et le lien avec l'autre monde correspond tout simplement à l'écriture noire ou blanche. Imagine que il n'y a pas de problème, vu la qualité des ouvrages
que vous voulez présenter, avoir du budget pour travailler avec la fabrication? Est-ce qu'ils ont eu leur propre rapport graphique, des propositions, des choses comme ça? Alors, il n'y a pas d'illustrateur déjà sur ce livre. Il y a 2 graphistes brillantissimes avec qui je travaille sur toute la collection. Donc l'une qui est Pauline Ortlieb, qui est la personne qui crée les couvertures, et l'autre qui est Florence Alain, qui est la personne qui crée les intérieurs, donc la maquette intérieure. Je suis une éditrice emmerdante. C'est-à-dire que c'est... Je sais pas comment dire, c'est quand même un peu moi qui pousse et qui ai une idée assez précise de ce que je voudrais obtenir. Dans le graphisme, dans le choix des typos et dans ce qu'on veut donner comme ambiance à un livre. Donc même si je parle pas spécialement de celui-ci, c'est vrai pour d'autres livres de la collection du Rayon Imaginaire, et ça le sera encore plus. J'ai envie que tout forme un ensemble assez cohérent, et comme je pense beaucoup mes livres, j'ai quand même souvent des idées assez claires en tête. Là, donc alors première chose, la fabrication, elle est apport de solutions, éventuellement de conseils techniques, mais elle est pas... J'ai une fabricante extraordinaire qui s'appelle Anne-Laure Soyez, qui est géniale, que j'appelle Anne-Laure L''OR, tellement elle est fantastique, mais elle n'a pas de conseils graphiques à donner, en fait, ce n'est pas son rôle. Est-ce qu'il y a du budget? Il y a un budget raisonnable pour que... Voilà. Cette collection, elle avait volonté d'être différente de toutes les collections d'imaginaire qui existent sur le marché. D'abord parce que j'arrive après tout le monde. Donc, si je veux qu'on me voit, faut que je sois pas pareil. Deuxièmement, parce que dans la vie, j'aime bien être pas pareil. Et troisièmement, parce que le blanc dit la littérature, et moi j'ai un vrai espoir de créer une collection de littérature au sens large, dont il se trouverait qu'elle est plutôt fondée sur des livres d'imaginaire, mais qui pourrait s'adresser à tous les amateurs de littérature au sens large. Moi, j'aime le lecteur curieux, c'est pour ça que c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'il y a du fer à dorer, c'est pour ça qu'il y a de l'embossage. Oui, il y a des moyens pour le faire, parce qu'on pense chez Hachette qu'il y a des moyens à mettre dans la couverture. Après, sur la maquette intérieure, ce qui est assez marrant sur Steve, c'est que en fait, ça nous a fait un petit challenge tous les deux, parce que Fabrice m'a proposé ses ouvertures avec les personnages miroitants, et moi, ça m'a donné envie d'avoir d'autres idées. Donc, le pissenlit qui s'étiole jour après jour pour chacun des chapitres, par exemple, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai demandé au graphiste de dire il faut que tu le défasses, de cette façon-là et pas de cette façon-là, etc. Ensuite, les titres des chapitres, quand Fabrice a trouvé ce jeu autour de, je tombe sur Les Petites Femmes, c'est-à-dire les 4 filles du Dr March, puisqu'en anglais ça s'appelle Little Women. Quand Fabrice a trouvé ce jeu autour des titres des œuvres, du coup, moi j'ai eu envie que les chapitres soient comme des frontispices ou comme des couvertures de vieilles éditions du 19e siècle, que ça nous mette dans l'ambiance, justement, de cette bibliothèque de Dandelion Manor. Ensuite, comme il y a plusieurs points de vue dans ce roman, et toujours les mêmes, j'ai dit, il faut qu'on ait des têtes de chapitre qui soient toujours les mêmes pour chacun des personnages, qui a un point de vue, parce que ça forme aussi un repère pour le lecteur. Voilà. Ensuite, c'est un dialogue aussi, et en réalité, comme dans tous les exercices créatifs, c'est l'intelligence collective qui fait que c'est vachement bien. Parce qu'il va avoir une idée, moi je vais rebondir, je vais en donner une autre, alors ça va lui en donner une troisième, alors voilà, on voulait que l'elfe, Fabrice avait tout de suite dit, je voudrais que l'elfe, on ne puisse pas le lire son nom. Je voudrais que ça confère au mystère, il a un nom, que tu fais très bien avec un son. Voilà, tu le fais très très bien. Mais ça peut être ça ou autre chose. Ça peut être, vraiment, voilà, moi c'est pas ça que j'entends dans ma tête quand je le lis. Et donc il m'avait proposé des caractères, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, ces trucs runiques, voilà. Et c'était vachement bien, mais moi j'ai rebondi en proposant des caractères elfiques, parce que je trouvais que c'était encore mieux, et c'était plus beau graphiquement. Donc on s'est envoyé plein de graphies différentes pour voir qui avait la plus belle gueule. Bon. C'est marrant parce que justement je l'ai lu comme c'était un hit anglais un peu déformé. Non, mais du coup, quand je disais c'est intéressant. Ouais, et je l'ai pas vu du tout comme ça. Pour moi, ça prenait beaucoup de sens dans cette direction-là. L'idée qu'il était pas indéfinissable en quelque sorte. Et en même temps, indéfinissable, mais en même temps lié au hit, de la part d'un auteur français, on se dit qu'il y a peut-être un lien avec un ça,
qui peut être assez inconscient. Enfin, en tout cas, moi, c'est à ça que j'ai pensé. Et ben voilà, ça c'est vachement intéressant parce que ça c'est pas du tout comme ça qu'on a pensé. Non. Mais c'est vachement bien. Ça me plaît beaucoup. Je vais sortir ça maintenant. Je vais dire que c'était ça l'idée. Ouais. En revanche, c'est jouissif comme exercice. Il faut savoir que faire un livre, c'est pas juste penser des mots écrits. On fait un objet. Un livre, c'est un objet. Les gens vont l'avoir dans les mains, ils vont le feuilleter. Nous, quand on le regarde, la tranche, elle est effectivement, il y a du noir et du blanc. Déjà, on a envie de se dire, tiens, comment ça se fait? On a envie de feuilleter. Il y a une séduction physique dans le livre. Ouais, c'est agréable aussi comme auteur d'avoir affaire à une éditrice qui a un score d'enthousiasme de 95% aussi parce que quand on propose des modifications, enfin une maquette on va dire altérée, augmentée par rapport au boulot qu'il y a à faire habituellement, il y a des éditeurs qui renaclent et qui disent ah fait chier, potentiellement c'est du bordel, c'est du boulot en plus, c'est du budget en plus, c'est demander des trucs à des gens qui vont peut-être pas les comprendre, enfin voilà. Et moi j'avais pas l'habitude parce que les fois où j'ai fait ça, j'ai fait ça il y a longtemps aux éditions de La Talente en proposant des trucs un peu barrés comme ça et je sentais voilà, on voulait bien complaire à mes caprices et tout, mais je sentais quand même qu'on était un peu sur le reculoir en disant quand est-ce qu'il va arrêter de faire ça, pitié. Et j'ai l'impression plutôt que Brigitte est assez enthousiaste devant ces idées-là et ça c'est chouette. Ça veut dire qu'on va continuer à faire des trucs encore pires la prochaine fois. C'est bien possible. Ouais. Non, mais je viens du beau livre, moi. J'ai travaillé pendant 8 ans aux éditions du Chêne. La forme, ça compte. Et par ailleurs, pour moi, un livre, c'est un objet. Et c'est sensuel, quasiment. Pour toi, Fabrice, est-ce que, par rapport à peut-être pas à ton intention, mais au sens tel quel, toi qui as l'air d'avoir une approche plutôt structuraliste, est-ce que pour toi, il y a eu des modifications? Est-ce que ton livre a changé justement à ce niveau-là aussi? Que ce soit, comme on disait tout à l'heure, à travers le travail du formel d'écriture ou à travers la maquette? Non, assez peu. Enfin, la question c'est est-ce que le résultat correspond à ce que j'attendais ou est-ce que les intentions ont changé en cours de route? Non, c'est même plus genre est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je crois pas, hein, mais en revanche, ça a souligné. Enfin, je parlais tout à l'heure de l'adéquation forme et fond. Pour moi, c'était des rivets supplémentaires sur la machinerie qui disaient, voilà, on a un truc qui est construit, qui veut vraiment dire ça. Une fois que l'intention est formalisée, tout ce qui peut aller dans le sens de la concrétisation, de la mise en forme, pour moi, c'est la direction qu'il faut prendre. Et voilà, moi, j'avais un plan. Il a été respecté au chapitre près. La seule modification qu'on a faite, comme l'a dit Brigitte, c'est à un moment de changer un ordre de chapitres, mais que je sache, je crois pas qu'il y ait des chapitres qui aient été ôtés, ni ajoutés. Donc la forme, elle était là. De toute façon, c'est comme c'était assez structuré au départ, puisque il y a une alternance de points de vue, mais qui est toujours la même, qui obéit à une rythmique particulière et définie à laquelle on va pas déroger. Donc tout est resté à peu près comme ça devait l'être au départ, et simplement ça, je veux dire, l'édifice a été consolidé, quoi. Après, enfin, on peut se tromper, hein, et on peut aussi, enfin voilà, si Brigitte a vu des arguments convaincants pour dire ça va pas du tout ces structures, ça a aucun sens. Enfin, on en aurait discuté et je suis pas là genre c'est mon château, tu touches pas, etc. Ouais. Mais on a quand même bien discuté. Oui. Bien discuté. Et d'ailleurs, il y a des propositions que je lui ai faites qu'il n'a pas prises. Ouais, pas tant que ça. Hein. Non, mais il y en a. Un peu. Ouais, heureusement. Il y en a. Mais j'ai argumenté. Ouais, c'est vrai. J'ai tout oublié, tout ça. Je sais. Ouais. Mais pas moi. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a une discussion autour d'un texte, toujours, évidemment. Mais l'éditeur n'est pas là pour censurer l'auteur. Pour disons lui expliquer que qu'il a mieux pensé que lui. L'éditeur, il est vraiment là. Enfin, vraiment, hein, cette affaire de soulever des cailloux et de dire... Le moment embarrassant, c'est si l'éditeur a la certitude que tel que c'est là, ça fonctionne pas, quoi. S'il y a un problème, vraiment, moi, c'est ce que je disais au départ quand je faisais lire des livres à des bêta lecteurs, ce que j'ai fait à un moment, je leur disais, il y a deux trucs qui m'intéressent, c'est est-ce qu'il y a un endroit où on comprend rien, ou est-ce qu'il y a un endroit où on s'emmerde. C'est les deux choses. À partir du moment où il y a pas ça,
Le reste, ben voilà, ça appartient à l'auteur, il assume ses partis pris. On plaira pas de toute façon à tout le monde, mais voilà, un livre c'est une proposition qui est plus ou moins bien accueillie par le lecteur, et moi là-dessus j'ai pas de problème. J'ai l'habitude de toute façon de proposer des choses, on va pas dire radicales, mais on sait que ça plaira pas à tout le monde. Et je pense qu'on est d'accord avec Brigitte pour dire que Dieu vomit les tièdes et qu'on préfère un livre qui soit accueilli soit avec incompréhension, incrédulité, etc. par certains et un enthousiasme délirant par d'autres, qu'un truc où tout le monde dit ouais c'est ok, c'était sympa, j'ai passé un moment, voilà. Bon, donc parce que c'est un livre justement cette architecture qui est assez précise, dès le plan et la façon dont c'est formalisé, la façon dont c'est accompagné graphiquement, bah, c'est une proposition forte, c'est-à-dire c'est un livre qui est aussi construit un peu comme un château, une forteresse, quelque chose, et quand vous y rentrez, ben il y a un certain nombre il y a des règles, il y a une architecture, et si ça vous plaît pas, bah ma foi ça vous plaît pas. C'est-à-dire que il y a un investissement du duo auteur-éditeur qui est fort, et voilà, pour moi, enfin j'aime pas trop cette terminologie, mais c'est une proposition pour moi qui est forte. Et il peut y avoir des livres qui sont suffisamment lâches au sens voilà, qui vont jouer sur d'autres sorts, juste un plaisir de lecture, une impression, une langue, etc. Et vous vous laissez porter et bercer par ce livre-là. Là, vous êtes quand même bien pris par la main. Il y a un côté un peu visite guidée et avec une présence, on va dire, forte du narrateur qui est vraiment en démiurge. Il y a des livres qui laissent peut-être plus de liberté, on va dire, au lecteur. Là, c'est pas pour rien que c'est pas moi qui l'ai demandé, mais le bandeau qui dit Fabrice est un enchanteur, qui est un vieux truc d'un journaliste du Monde qui n'officie plus aujourd'hui, donc on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, on peut plus. Mais il y a un côté, voilà, là c'est au sens je vais être un peu cuistre, mais nabokofien du terme, c'est-à-dire l'enchanteur, c'est quelqu'un qui a construit un palais avec peut-être des miroirs déformants, des choses-trappes, etc. Mais il sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il l'a fait. Après, il y a des gens qui peuvent ne pas apprécier l'expérience, mais le but, c'est que les gens qui l'apprécient et la comprennent en retirent vraiment un grand plaisir. Je crois qu'on va se diriger, mais pas tout de suite, vers la fin de l'interview. Si vous pouvez me raconter un petit peu comment se passe la sortie du livre, comment se passent les discussions avec le service marketing, mais très rapidement, je sais même pas comment ça fonctionne. Alors, si on peut raconter que je t'ai fait venir en réunion représentant. Mm-hmm. Bon, parce que quand même, c'est un petit événement que Fabrice se mette à réécrire de l'imaginaire pur. Enfin, c'est même pas de l'imaginaire pur en fait. C'est encore une autre chose hybride. En fait, moi, je crois que Fabrice est un écrivain inclassable dans aucune catégorie. C'est un peu un écrivain à l'anglo-saxonne. Oui, mais je reviens dans quelque chose qui est normalement travaillé dans justement le rayon imaginaire. Donc. Dans une collection qui veut proposer des titres d'imaginaire. Voilà. Donc on va assumer cette casquette-là. Je la renie pas du tout, mais c'était quand même un événement, quand même. Il y avait des choses à raconter, il y avait des choses à dire. En plus, c'est une rencontre intellectuelle intéressante, moi je crois. Et donc je l'ai fait venir en réunion représentant pour qu'il parle lui-même de son livre aux représentants, parce que c'est une longue chaîne d'enthousiasme, l'édition, en tout cas, moi, enthousiaste à 95%, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, il faut que les auteurs m'enthousiasment, moi-même, il faut que j'ambiance les représ, qui eux-mêmes ambianceront les libraires, qui eux-mêmes, au bout du compte, ambianceront les lecteurs, lesquels s'ambianceront entre eux. Mais ça marche pas si, à un moment donné, ce fluide-là est coupé quelque part. Donc, quand j'ai un auteur entre les mains du type de Fabrice, je le fais venir devant les représentants. Je fais ça très volontiers. En jeunesse, je le fais très souvent. Et il vient raconter, parler. Donc déjà, on avait tous nos fabuleux commerciaux de la DIF à bord. C'était un chouette moment. Et il mesurait l'intérêt de la chose.
Donc ça c'est génial. Surtout après mon numéro de claquettes. Parce qu'il qui a fait vraiment une impression assez forte. Et mon striptease. Ouais, aussi. Ouais, hein, l'un ne va pas sans l'autre. On n'a pas fait les choses à moitié. C'est un contrat commun. Et en fait, ils sont partis en prospection, tout dopés de l'énergie que leur avait donnée Fabrice. On avait des épreuves non corrigées, imprimées, qui donnaient un début d'aperçu de comment serait le roman. Et la mise en place était formidable parce qu'on était au-dessus de l'objectif. Donc voilà, c'est génial. On avait fait un gros tirage qui est entièrement en place. Maintenant, le livre, il vit avec les gens qui l'achètent. Il y a un moment donné où il faut lâcher son bébé. Moi, je dis toujours aux auteurs, lâchez le bébé maintenant. C'est bon, c'est fini. Non, donnez-moi ça, monsieur l'auteur. C'est terminé de recorriger pour la 18e fois cette phrase. Il s'en vendra pas un de plus, un de moins. À un moment donné, on lâche le bébé dans la nature, on essaye d'en faire parler, on essaye de faire en sorte que l'amour et l'enthousiasme qu'on éprouve pour le livre, et moi, il est quasiment le même pour tous les livres que je publie, donc voilà, j'en ai beaucoup en réserve. C'est des bébés, on fait des bébés en fait. Bon, et à un moment donné, les bébés, ils grandissent tout seuls. Donc, ils vont aller voir le monde et ils vont rencontrer du monde tout seuls. Et voilà, c'est la période dans laquelle il est. Après, Golden Age était dans la sélection de la FNAC du mois de l'imaginaire, était dans la sélection des libraires ensemble. Voilà, il commence à avoir de la presse, mais j'ai envie de dire, maintenant, il faut que les gens l'ouvrent et qu'ils l'achètent et qu'ils se l'offrent. Et je ne souhaite que ça. Parce que c'est un livre assez dément. Mais franchement, bon, ça fait un peu promotion, un peu à la con, mais je pense que c'est un très beau cadeau de Noël, en effet. Mais moi, je crois. En plus, moi, je l'ai pas payé, je peux me l'offrir à moi. T'as vu ? J'en ai des gratoches. Et bon, après, c'est quelque chose que vous avez tous les deux vécu beaucoup de fois, mais qu'est-ce que ça fait quand le livre est sorti, quand il est sur les étals des libraires, et que, bon, voilà, justement, il vit sa vie tout seul, et puis, est-ce que c'est frustrant ? Est-ce que vous êtes dans l'attente ? Brigitte, je pense, vit ça de ma part pas très bien parce que je suis vraiment le mec qui manifeste le moins son enthousiasme de façon générale et donc ça fait pas exception, c'est-à-dire qu'on a l'impression que j'accueille tout ça avec dédain parce qu'en plus j'ai sorti 2 albums avec elle et donc on les envoie et j'ai généralement un mail ou un message dans l'heure qui suit, alors et là je suis censé bondir et envoyer des emojis avec des fleurs et des choses comme ça. T'es pas obligé. Et je le fais pas, en tout cas ça c'est sûr. Mais ça veut, en fait, moi je suis plus, comment dire, ce qui m'intéresse c'est vraiment très égotiste, mais c'est les gens qui ont vraiment aimé le livre. Alors les gens qui l'ont pas aimé, j'essaie de savoir si c'est pour des bonnes raisons entre guillemets, mais à mes yeux elles le sont jamais complètement. Mais par contre, il est vrai que ils ont le droit de pas. Bien sûr, ils ont le droit. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Et souvent, voilà, je parlais d'une proposition et d'une rencontre, et des fois la rencontre peut-être aurait pas dû avoir lieu. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont pas compris le livre. J'aime pas dire ça parce que ça donne l'impression, les mecs qui aiment pas, c'est ceux qui sont cons. C'est pas ça la question, mais voilà, D'abord, il y a des moments pour un livre, et puis parfois, et moi ça m'arrive parce que je suis aussi critique littéraire, il y a des choses dont je perçois vraiment finement, je pense, la qualité, mais je me dis, c'est pas pour moi, quoi. Je suis pas le lecteur pour ce livre, donc à partir de ce moment-là, en tout cas moi en tant que critique, souvent j'en parle pas parce que ça a pas de grand intérêt en fait. C'est comme un mec du Masque et la Plume qui va lire un Marc Lévy, j'ai pas aimé, ah bon, grosse surprise, bien sûr que t'as pas aimé. C'est pas le genre de choses que tu aimes, de toute façon, t'aurais pas dû le lire, t'as perdu du temps, presque, voilà. Donc, et ce qui m'intéresse aussi, de l'autre côté du spectre, c'est les gens qui ont aimé et qui, comme tu l'as fait tout à l'heure, formulent parfois des propositions ou des raisons, pour lesquelles ils ont aimé ce livre, qui, comme on l'a dit au départ, correspondent pas forcément à ce que j'y ai mis sciemment, et ça c'est toujours intéressant, quoi. Voilà. Et j'aime bien aussi les gens qui sont, mais ça c'est un truc assez personnel, dérangés, bousculés, même en mal parfois, parce que pour moi c'est c'est une des choses que la littérature doit faire, et c'est parfois un peu perdu de vue. Dans une époque un peu bénie oui où il faut heurter personne et faire attention aux sensibilités de chacun, etc. Moi, parmi les plus grands livres de mon panthéon personnel, il y a des choses qui m'ont
heurté, enfin qui m'ont bousculé, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on avance, non seulement en tant que lecteur, mais en tant que même qu'être humain de façon générale. Donc il y a très longtemps, il y avait quelqu'un qui m'avait dit j'ai lu votre livre, j'ai fait des cauchemars, et je lui avais répondu un peu connement, j'ai dit génial. J'adore. Voilà. J'adore. Et lui il avait pas l'air bon, mais voilà, c'est donc moi c'est avoir le livre entre les mains, j'en ai écrit suffisamment pour que ça bon, je le trouve très beau ce livre, je suis quand même très content. Et souvent les gens qui le tiennent entre les mains pour la première fois, qui l'ouvrent, etc. Il y a cet aspect-là qui est vraiment pas le cas sur tous les romans parce que on fait rarement des choses aussi travaillées, mais ensuite voilà, je le range sur l'étagère avec les autres et je suis pas en amour devant le livre à chaque fois en disant c'est moi qui ai fait ça m'a passé heureusement même pour mon entourage, mais en revanche les réactions que ça va susciter, ce qui est marrant c'est les réactions de la presse m'intéressent généralement beaucoup moins que celles des lecteurs parce que la presse on est souvent en service commandé, on a une taille qui est ce qu'elle est mais qui est souvent trop courte pour parler d'un livre, ce que je regrette moi aussi en tant que critique évidemment, mais il y a tellement de bouquins qui sortent et tellement peu de place pour en parler et voilà. Par contre l'espace qu'on a là pour parler, que ce soit podcast ou radio, je trouve qu'il est idéal parce qu'on n'est pas interrompu, on peut voilà, filer des métaphores, développer des pensées complexes. Et si on doit parler d'un livre, je pense qu'on doit faire ça. C'est-à-dire que le livre, il se suffit à lui-même. Les critiques de blog disent, qui vont dire ce livre plaira à ceux qui l'aimeront. Bon, c'est pas très intéressant. Ou alors ce livre il raconte ça et j'ai pas aimé parce que moi j'aime pas les elfes ou j'ai rien compris. On s'en fout mec en fait de tout ça. En revanche, je suis pas en train de dire qu'il faut tenir le crachoir aux auteurs, mais s'il y a un discours, une pensée qui doit accompagner la sortie d'un livre, alors on doit aux auditeurs de développer quelque chose de complexe qui va apporter plus à l'expérience de lecture et la nourrir et peut-être l'orienter dans des façons que le lecteur aurait pas soupçonné si c'était juste cantonné à la lecture, quoi. Bon, alors moi j'ai 14 ans et demi, moi j'ai fait des livres depuis donc plus de 25 ans et à chaque sortie de livre provoque chez moi exactement la même réaction d'enchantement ébloui et de ravissement. Moi je vais en librairie, je vérifie qu'il y est, je prends des photos, je les envoie aux auteurs pour leur prouver que le livre est bien là. Tu remets les piles en place. Je refais les piles. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec des libraires qui me disaient mais on sait quand vous êtes passé, enfin voyons, la table est refaite avec que vos livres dessus. Je trouve ça excitant. Pour moi c'est des cadeaux. Pour moi je ne m'en lasse pas. Je ne suis absolument pas lassée de regarder ce livre et de me dire putain quel livre. Celui-ci et d'autres, pas que celui-ci évidemment. Et j'accueille plus calmement les commentaires car je ne perds jamais de vue que nous faisons de la littérature, qui donc il entre là-dedans une très très grande part de subjectivité, qu'on a pu dire et lire des choses très négatives sur des œuvres que nous on aura adorées par exemple. Bon, est-ce que ça a plus ou moins de valeur? Enfin, je veux dire, est-ce que la critique a plus de valeur que le compliment? Moi, je ne crois pas. Et par ailleurs, la littérature, c'est une expérience intensément personnelle, intime, et le plaisir de lecture l'est aussi. Alors oui, certaines lectures sont plus exigeantes que d'autres. Certains chefs-d'œuvre ont eu une très mauvaise presse au départ et très peu de ventes, et au final ont traversé le temps. À l'inverse, certaines œuvres ont été très célébrées et aujourd'hui, je te donnerai les noms, tu saurais même pas de quoi je te parle. Donc moi j'accueille ça avec calme. Ce qui m'intéresse plus c'est de me dire quel effet ça va avoir sur les acheteurs, parce que moi j'ai envie que tous les livres que je publie soient achetés et lus par un maximum de gens possible, parce que voilà, parce qu'il y a beaucoup de plaisir, d'enthousiasme, de boulot, d'enjeu, d'envie et d'amour là-dedans, et que rien que pour ça faut aller voir, parce qu'il n'y a pas ça dans tous les livres de la concurrence. Je vous remercie énormément à tous les deux, à la fois pour l'enthousiasme qui a été donné pour cette interview, pour la longueur de l'interview. Je pense qu'elle a été plutôt plus longue que prévu. Ah, j'ai pas du tout.
J'ai pas vu. C'est qu'il est bavard. Ouais, c'est moi. J'étais épaté. Et je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Mais au revoir. Ah bah alors, cher Maxime. Bah oui, Maxime, merci pour cette longue interview. À bientôt pour les auditeurs de Sci Fantasy. Merci.